Nous sommes le lundi 16 décembre et nous allons parler un petit peu de la situation en Syrie et puis surtout de ce qui risque de se passer dans quelques semaines. Et comme le titre de cette vidéo, c'est Israël et les PAC ont choisi Trump pour détruire l'Iran, eh bien, j'ai préparé un travail pour vous dire un peu ce que je pense. Et là, pour être précis, je vais lire le texte que j'ai préparé. En ce qui concerne la Syrie, eh bien, on peut dire que là, Israël a réussi jusqu'à présent un très beau coup, puisque avec les États-Unis, ils ont financé ce mouvement qui a pris le pouvoir en Syrie. Ça a été reconnu par différentes sources, et notamment le secrétaire à la Défense aux États-Unis a été interrogé par les sénateurs. Il a reconnu qu'il y avait eu une enveloppe de 500 millions de dollars et une autre qui est passée qui faisait 10 millions de dollars pour la formation donc de militaires au Moyen-Orient. Alors, on sait ce que c'est. Bien sûr, il y a eu la complicité de la Turquie. Et à ce propos, il est important de dire que les Turcs jouent un double jeu. Depuis très longtemps, on voit Erdogan qui fait des discours enflammés. Il va intervenir militairement pour détruire Israël ou pour sauver la bande de Gaza. Et en fait, il ne fait rien du tout. Mais le pire, et ça très peu de gens le savent, c'est qu'il lui aurait été très facile d'arrêter ou tout du moins de diminuer l'intensité des bombardements sur Gaza en fermant tout simplement le pipeline qui fournit tout le pétrole à Israël depuis des années. Et donc, à partir du moment où il y avait des bombardements, il lui suffisait de fermer les robinets puisque le pipeline passe par la Turquie. Et surtout, c'est lui qui vend ce pétrole à Israël. Et donc, il n'en a rien été. Il faut savoir que les avions qui bombardent Israël consomment des quantités énormes de kérosène. Et donc, le simple fait d'avoir arrêté la livraison de tout ce pétrole qui est ensuite transformé, raffiné en kérosène, serait évidemment gêné énormément Israël. Mais ça, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait tout simplement parce qu'il fait partie de l'OTAN et qu'il est un peu sous l'influence des États-Unis et que les États-Unis sont sous l'influence d'Israël. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette situation. C'est évidemment une situation qui se repose surtout sur de l'économie, puisque la Syrie était à bout de course déjà depuis plusieurs mois. Il faut savoir que les soldats de l'armée régulière en Syrie étaient payés l'équivalent de 20 $ par mois. Un capitaine touchait 40 $ par mois et un général 70 $. Donc il est bien évident que tous ces gens-là n'avaient pas du tout envie de se battre pour un pays. Ils vivaient dans des conditions très difficiles et tous, la plupart du temps, ont abandonné l'uniforme et abandonné le terrain. Donc maintenant, c'est un très beau coup qui est joué par Israël, puisqu'ils ont depuis effectué 300 bombardements. Ils ont détruit 300 installations militaires en Syrie. Comme ça, ils se protègent des éventuelles actions que pourrait avoir ce mouvement djihadiste envers Israël. Et ils ont surtout, c'est ça le point important, coupé la ligne d'approvisionnement du Hezbollah de toute l'intendance qui venait depuis l'Iran. Et donc, c'est à dessein qu'ils ont fait un cessez-le-feu pour une durée de 2 mois. Et donc, en faisant le cessez-le-feu, eh bien, ils ont libéré comme ça toute l'armée et surtout l'aviation
pour pouvoir, le moment venu, bombarder toutes les installations en Syrie, ce qu'ils ont fait. Donc on voit bien comment les choses se sont organisées. Ils ont d'abord négocié le cessez-le-feu. Il est bien évident que le Liban était prêt à signer puisqu'ils étaient bombardés sur Beyrouth et dans toutes les villes qui sont au sud de Beyrouth. Il y a eu énormément de destruction, beaucoup de morts, et donc un cessez-le-feu était bienvenu pour le Liban. Donc ils ont fait ce cessez-le-feu en prévision, comme ça, d'avoir tout leur potentiel militaire disponible pour, le moment venu, pouvoir détruire les installations en Syrie. Alors, comme je l'ai déjà expliqué, on va être à un moment, un point de basculement, et je vais me permettre de lire le texte que j'ai écrit pour vous. Juste avant, un petit mot sur le missile Oreshnik. Alors, on a vu des images qui sont peut-être, à mon avis, un peu répétitives, de 6 têtes qui arrivent sur une base militaire en Ukraine. On ne sait pas trop s'il y a eu 6 missiles, puisque ce qu'on sait sur le missile Oreshnik, c'est qu'il s'agit, j'ai pris des notes, et donc il s'agit d'un missile qui fait une hauteur de 12 mètres, qui est transporté par un gros véhicule. C'est un véhicule qui est de 2 fois 12 roues. Le poids de ce missile est de 50 tonnes, donc on voit que c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Il est constitué de 3 étages. Le premier étage est à propulsion de carburant solide. Il propulse cette petite fusée dans la stratosphère en l'espace de 56 secondes. Donc 56 secondes après le décollage, on largue ce 3e étage pour passer au 2e. Et là, le 2e envoie cette fusée très loin dans la stratosphère et ensuite pendant 180 secondes, c'est-à-dire pendant 3 minutes. Et ensuite, le missile redescend en direction donc, de la Terre et prend une vitesse phénoménale puisqu'il atteint à son entrée dans l'atmosphère la vitesse de Mach 11. Sa portée est de 500 à 5500 km. Et donc, à mon point de vue, c'est un missile qui a été spécialement conçu pour détruire les installations militaires en Europe. Alors, principalement des installations américaines qui sont installées en Europe, mais pas que. Et donc, sa particularité, c'est d'avoir 6 têtes qui peuvent être soit nucléaires, soit conventionnelles, et qui se séparent et qui vont viser des cibles indépendantes. Donc, ce missile, à mon avis, va jouer un rôle très important dans les semaines ou dans les mois qui viennent. Et il y a une autre information que j'ai obtenue, c'est que le porte-parole du gouvernement russe a demandé à tous ses ressortissants de rentrer en Russie, de ne plus être dans les pays de l'OTAN. Et ça, c'est un message qui a été envoyé il y a juste quelques jours. Et on peut supposer que probablement la Russie, le gouvernement russe, prévoit d'attaquer une base militaire en Europe. Et donc, avec ce missile, ou peut-être avec plusieurs. Donc, on va voir. Alors, je vais vous lire quelque chose qui est important, parce que là, souvent, vous savez, on fait des vidéos dans les conditions du direct, et donc, je me rends compte souvent, tiens, j'ai oublié ça, j'aurais dû parler de ça, et puis je ne l'ai pas fait parce qu'il y a un petit peu, on veut aller vite, et puis on oublie certaines choses. Donc cette fois-ci, je vais me permettre, pour une fois, de lire ce que je veux vous dire, et ça me paraît très important, parce que là, au moins, j'ai pris le temps de tout. Vous savez, quand on écrit, on modifie, on change la phrase, et donc c'est assez précis. Alors, voici ce que je voulais vous dire.
Donc, la majorité du monde occidental pense que Donald Trump va arrêter la guerre en Ukraine et amener la paix au Proche-Orient. La guerre que les États-Unis ont menée par procuration en Ukraine contre la Russie est un échec total pour les États-Unis et se traduit par la destruction de l'Ukraine avec plus de 700 000 morts ukrainiens, auxquels il faut ajouter 1 500 000 blessés graves. Cette guerre a été préparée de longue date par le lobby de la finance aux États-Unis et en Angleterre. Le lobby de la finance américain et anglais dirige complètement l'Union européenne depuis une trentaine d'années. L'Allemagne, qui était le fer de lance de l'Union européenne avec une industrie extrêmement prospère, a assisté à la disparition de son tissu industriel en quelques mois suite à la destruction des 2 gazéoducs qui alimentaient toute son industrie. En d'autres temps, les dirigeants allemands auraient entrepris la réparation de ces 2 gazoducs dans le mois qui a suivi leur destruction par explosifs. La réparation de ces 2 gazoducs n'est pas très compliquée sur le plan technique, mais l'état de soumission dans lequel se trouve l'Allemagne par rapport aux États-Unis est tel que rien n'a été entrepris et le gouvernement allemand regarde le démantèlement de son industrie sans aucune réaction. Il faut dire que les États-Unis ont installé pas moins de 8 bases militaires importantes en Allemagne, avec un grand nombre d'avions porteurs de missiles nucléaires. Les Américains utilisent les mêmes méthodes que les mafias qui pratiquent le racket. Ils proposent une protection contre un danger hypothétique, installent leur système de protection qu'ils font payer 10 fois le coût, puis les personnes protégées sont dans un état de soumission. Pour comprendre le dessous des cartes de la construction de l'Union européenne, il faudrait remonter dans les années 1910, où Jean Monnet et Robert Schuman, après s'être fait réformer pour ne pas faire leur service militaire, obligatoire à leur époque, et qui durait 2 ans, et ont ainsi échappé à la boucherie de la guerre 14-18, puis sont devenus des agents des États-Unis. Ils ont travaillé à la construction de l'Union européenne, dont la finalité était de placer les pays européens sous la domination des États-Unis. Il faut dire que Jean Monnet était devenu banquier à cette époque. Mais dans le cadre de cet article, nous allons nous limiter à l'analyse de la situation présente. Donc, pour revenir à l'élection de Donald Trump, il est important de savoir qu'aux États-Unis, l'EPAC, American Israel Public Affairs Committee, s'est emparé du système électoral et fait élire les personnes qu'il a choisies. Le pouvoir de l'EPAC n'est pas important, il est total et s'exerce aux États-Unis depuis 2011 d'une façon totalitaire sous une apparence de démocratie. Les réseaux de l'EPAC, avec ses 100 000 membres composés des entreprises les plus importantes, financent les campagnes de publicité des candidats à toutes les élections. Pour l'élection d'un sénateur, ils dépensent jusqu'à 200 millions de dollars. Aux États-Unis, il est possible de financer une campagne contre le candidat adverse, ce qui fait que seuls les candidats choisis par les PAC peuvent gagner les élections. Depuis 2011, la Cour suprême a autorisé le financement des campagnes électorales par des entreprises privées. Les entreprises privées passent les frais de campagne publicitaire dans leur comptabilité et ces montants sont déduits du résultat comptable, du résultat imposable. Les entreprises d'Elon Musk ont payé 45 millions de dollars par mois depuis le début de l'année 2024 pour la campagne de Donald Trump.
Le montant des dépenses de campagne électorale pour le poste de président aux États-Unis en 2024 a dépassé la somme astronomique de 14 milliards de dollars. Les agences de publicité appartiennent toutes à l'EPAC, organisation officielle ayant pignon sur rue, ou plus précisément sur le sommet du Mont Vernon à Washington, D.C. EPAC emploie 370 salariés et règne en maître sur toutes les institutions américaines, la CIA, le FBI et bien sûr tous les parlementaires et le Pentagone. Les capacités militaires et économiques d'Israël viennent des pouvoirs de l'EPAC et les pouvoirs de l'EPAC viennent de 600 ans d'accumulation de richesses réalisées sur des prêts avec intérêt, puis sur la mainmise de l'industrie à partir de 1840 lors du passage des activités artisanales aux activités industrielles, ce qui a multiplié par 100 les fortunes accumulées au cours des siècles précédents. Pour comprendre la situation actuelle, il faut savoir qu'entre les années 1200 et 1700, l'Église catholique, qui régnait de façon absolue sur le monde occidental, interdisait à ses fidèles la pratique de l'usure, c'est-à-dire le prêt avec intérêt. Par contre, les rabbins ne l'interdisaient pas. C'est la raison pour laquelle, à partir du Moyen Âge, tous les banquiers étaient juifs et ont accumulé de génération en génération des fortunes colossales et de par leur réseau sont devenus un lobby que l'on appelle le lobby de la finance. Pour le lobby de la finance, le lobby de la finance s'est accaparé du pouvoir médiatique. Dans le monde occidental, le pouvoir médiatique détient le pouvoir politique. L'EPAC a pris naissance sous sa forme actuelle en 1963, après l'assassinat du président Kennedy. C'était alors une organisation pro-israélienne, puis c'est devenu une organisation sioniste, dont le but est la construction du grand Israël qui s'étendrait sur tout le territoire de la Palestine, le plateau du Golan, le Liban, la Syrie et une partie de la Jordanie. Pour réaliser ce projet, les sionistes sont prêts à tout, et en premier lieu à l'élimination des Palestiniens sur le territoire de la Palestine. Depuis 1948, les Palestiniens ont conquis les territoires à l'intérieur de la Palestine par la force de leur armée. Financés par le lobby pro-israélien et par plusieurs pays, dont principalement les États-Unis, l'Angleterre, la France, mais également par ce lobby présent dans d'autres pays. Ils ont pendant plus de 40 ans fait semblant de négocier avec les Palestiniens sans jamais avoir eu l'intention de réaliser une construction à deux États avec les mêmes droits. Depuis 2 ans, fini les faux semblants. Ils colonisent ce qui reste de la Cisjordanie en tirant à bout portant sur des civils palestiniens qui ne partent pas suffisamment vite. Là, je voudrais dire que j'ai vu de mes yeux sur des reportages de Al Jazeera des colons armés de mitraillettes qui faisaient partir des Palestiniens, et comme il y en avait un qui n'allait pas assez vite, je les ai vus le tuer devant les caméras. Et donc, c'est quotidien. Ils assassinent des gens en pleine rue ou comme ça pour les faire partir d'une maison ou autre chose comme ça. C'est absolument affreux. Le 7 octobre est une supercherie médiatique qui a été mise en place pour obtenir une justification morale à la destruction totale du territoire de Gaza et au génocide ou à l'expulsion de la population civile de cet embryon de territoire qui ne possédait
aucun droit à l'existence selon les règles internationales. Même les eaux en face de la bande de Gaza, qui devraient être les eaux territoriales de ce petit territoire, sont la propriété d'Israël et le gisement de gaz en face de la bande de Gaza sera exploité par et pour Israël. Entre 1998 et 2001, le Mossad, la CIA, les services de renseignement allemands ont suivi pas à pas Mohamed Attal dans la préparation des attentats du 11 septembre 2001. Ils étaient parfaitement au courant des attentats que son groupe se préparait à faire. Là, je dois dire que j'ai fait une vidéo là-dessus avec beaucoup d'informations. Vous pouvez la chercher dans les vidéos que j'ai réalisées. C'est une vidéo que j'avais préparée avec pas mal de travail et elle peut intéresser beaucoup de monde. La CIA et le FBI ont informé Dick Cheney, Donald Rumsfeld de cette préparation, mais ils ont laissé faire parce qu'il fallait obtenir l'état de sidération de l'opinion publique mondiale afin de pouvoir détruire l'Irak et remplacer Saddam Hussein qui représentait une menace pour l'existence d'Israël. Ils ont utilisé la même méthode, la même recette le 7 octobre 2023 que le 11 septembre 2001. Pour obtenir l'état de sidération de l'opinion publique mondiale, afin de bombarder et de détruire la totalité du territoire de Gaza, depuis des mois, nous assistons à des assassinats ciblés des responsables politiques ou des militaires iraniens ou ayant des liens avec l'Iran. Le but était de provoquer une réponse de la part de l'Iran pour engager l'armée américaine dans la destruction de l'Iran, comme ils l'ont fait en 2003 pour l'Irak. C'est dans cet objectif qu'ils ont fait élire Donald Trump. Avec la finesse et la subtilité que nous lui connaissons, il va entrer dans cette stratégie comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Seulement, voilà, les choses ont changé depuis 2003. Et l'Iran n'est pas l'Irak. Avec ses 90 millions d'habitants, l'Iran produit depuis des années 200 000 ingénieurs par an. Des fois, certaines années, 240 000 ingénieurs. Malgré les sanctions économiques abusives pratiquées par les États-Unis et ses pays vassaux, l'économie de l'Iran est en pleine expansion. L'Iran produit 3 millions de barils par jour, dont plus de la moitié part en direction de la Chine. Même chose pour le gaz, ce qui représente des rentrées en devises relativement importantes. Le PIB de l'Iran augmente chaque année de 4 à 5 %. Et surtout, le montant de la dette au cours des 10 dernières années est passé de 55 % à 25 % du PIB. Pendant ce temps, le montant de la dette en France est passé de 55 % à 112 % en 2023. À cause de l'embargo dont est victime l'Iran depuis 1979, les ingénieurs et les dirigeants de ce pays ont orienté les efforts de recherche sur le développement vers des matériels militaires peu coûteux. Comme ils n'avaient pas les moyens financiers pour construire une aviation militaire comme l'ont fait les États-Unis, ils se sont orientés sur le développement des drones et des missiles. L'efficacité de leurs drones a permis à l'armée russe d'obtenir des résultats remarquables dans la guerre en Ukraine. Par ailleurs, l'Iran a développé des liens économiques et diplomatiques très importants avec la Chine et la Russie. Il est probable que les Chinois
il est peu probable que les Chinois restent sans rien faire si Israël ou les États-Unis détruisent les terminaux pétroliers et gaziers de l'Iran. L'économie de la Chine serait réellement affectée et si elle ne recevait pas les volumes de gaz et de pétrole livrés par l'Iran. La Russie est déjà impliquée dans la défense du territoire de l'Iran. En effet, depuis 6 mois, les ingénieurs et les militaires russes ont installé une véritable ceinture de protection en installant des systèmes électroniques capables de s'introduire à distance dans les systèmes radars des avions israéliens. Ces systèmes très sophistiqués sont opérés par des ingénieurs et militaires russes sur le territoire de l'Iran et forment actuellement des ingénieurs et militaires iraniens à l'utilisation de ces installations. Les militaires russes ont également installé des ensembles de missiles antimissiles S-400 qui sont bien sûr très efficaces pour détruire les avions de chasse ou les bombardiers. L'Iran et la Russie ont depuis 6 mois concentré tout leur effort sur la défense du territoire de l'Iran, au détriment de la défense de la Syrie. Alors qu'il est vraisemblable qu'ils ont pu voir la formation depuis des mois des brigades djihadistes en Turquie et dans le nord de la Syrie, qui se préparaient pour envahir la Syrie, mais entre 2 priorités, il faut choisir. Il ne fait aucun doute que le Mossad et le CIA sont derrière l'attaque de ces brigades djihadistes destinées à couper l'approvisionnement en armes du Hezbollah provenant de l'Iran. Contrairement à ce qui a été déclaré par les grands médias, l'attaque de l'aviation israélienne sur l'Iran n'a pas été couronnée de succès. C'est tout le contraire qui s'est passé. L'aviation israélienne avait planifié une attaque massive sur le territoire iranien. 3 vagues de 35 avions chacune devaient détruire des objectifs militaires dans la profondeur du territoire. La première vague devait détruire les installations de défense antiaérienne installées par les Russes sur tout le long de la frontière iranienne. La deuxième vague et la troisième vague devaient s'enfoncer au-dessus du territoire iranien pour tirer des missiles et lâcher des bombes sur des objectifs militaires. La première vague de 35 avions a été prise par le système électronique russe, inconnu de la part des pilotes israéliens, et a été obligée de lâcher les missiles destinés à détruire des stations S-400 bien avant la zone qui leur aurait permis d'obtenir la précision nécessaire. Ces 35 avions, après s'être débarrassés de leurs missiles, ont fait demi-tour à 70 km de la frontière. La deuxième vague et la troisième vague ont fait demi-tour immédiatement après la première vague. Cela veut dire que l'attaque de l'Iran par Israël et les forces américaines ne pourra se faire dans un premier temps que par des missiles qui auront pour objectif de détruire les stations S-400. À mon avis, cette attaque se fera à partir des navires américains qui croisent en mer d'Oman ou dans l'océan Indien. C'est là que tout risque de basculer vers la guerre mondiale. Pour éviter la destruction de toutes les installations militaires de son pays, l'Iran n'aura pas d'autre choix que de détruire des navires américains avec des missiles hypersoniques. Donald Trump n'a pas la capacité intellectuelle de comprendre ou même d'envisager les conséquences d'une attaque de ce type sur l'Iran. Il est probable que dès que les premiers navires américains seront coulés par des missiles iraniens,
il ordonnera la destruction de l'Iran par le feu nucléaire. Cela pourrait se passer dans la deuxième quinzaine du mois de février 2025 et la Russie interviendra directement contre le territoire des États-Unis à partir des sous-marins russes qui seront placés le long de la côte est et de la côte ouest des États-Unis. En détruisant seulement 5% du territoire des États-Unis, les Russes mettront fin à 80 années de domination des États-Unis sur le reste du monde et ce sera la fin de l'État d'Israël. Une telle attaque se fera en même temps que la destruction des bases américaines en Europe et la destruction de plusieurs cibles en France. En France, très peu de personnes ont la capacité d'envisager cette probabilité et encore moins les conséquences de ce nouveau type de guerre. La technologie des missiles et leur capacité a changé complètement la façon de faire la guerre. Les Européens, et les Français en particulier, complètement formatés par la propagande véhiculée par les grands médias et abrutis par des campagnes de publicité débiles, ne comprennent pas que lorsque la Russie s'attaquera aux États-Unis, elle attaquera en même temps toutes les bases américaines en Europe. Le missile Oreshnik a été spécialement conçu pour la destruction des bases militaires américaines installées en Europe. Lorsque les missiles partant de sous-marins russes au large de la côte ouest arriveront sur Los Angeles à 9 h du matin, heure locale, d'autres arriveront sur Washington et New York à midi, heure locale. D'autres arriveront sur les bases en Belgique et en Allemagne à 19 h, heure locale. La technologie des missiles a fait évoluer d'une façon magistrale la façon de faire la guerre, mais pas les mentalités qui sont restées à la période de 14-18 où les combats se déroulaient loin de la population civile. En 14-18, 95% des morts étaient militaires. En 2025 ou en 2026, 95% des morts seront des civils. Et cela principalement par la faute de nos dirigeants politiques qui n'ont rien fait pour protéger la population civile et ont été incapables de comprendre depuis 30 ans que les missiles ont changé la façon de faire la guerre. J'écris la fin de ce discours le 12 décembre 2024. À mon avis, dans quelques jours, ou peut-être dans 3 ou 4 semaines, le missile Oreshnik, équipé de têtes conventionnelles, détruira une installation militaire de l'OTAN en Europe. Mais lorsque la guerre éclatera entre la Russie et les pays de l'OTAN, nous serons sur la dernière marche de l'escalade. Et là, ce ne seront pas des têtes conventionnelles qui seront utilisées, mais des têtes nucléaires qui équiperont les missiles Oreshnik, Kinjal et Zircon. 3 semaines après cette guerre qui aura duré moins d'1 heure, on pourra faire le constat de l'irresponsabilité de tous ceux qui ont dirigé la France depuis 40 ans. Dans tous les pays qui ont fait le choix de construire des abris NBC, comme la Suisse et les autres pays d'Europe de l'Est, on comptera moins de 1% de victimes civiles, alors qu'en France, nous dépasserons de très loin les 30% de victimes civiles. Voilà ce que je voulais vous dire, et comme ça me paraît très important, parce que actuellement, très peu de personnes ont conscience que nous sommes peut-être à quelques semaines, on va dire 2 mois, de cette tragédie.
rien n'a été fait pour protéger la population civile en France et surtout, on a empêché que les personnes soient informées. L'information a été bloquée de partout. Et encore, il aurait été possible, même en l'absence d'abri, de diminuer le nombre de morts, de diminuer le nombre de personnes irradiées. Mais là encore, on est resté avec des œillères sur un slogan qui est avec notre force de dissuasion, nous sommes à l'abri de tout risque d'attaque nucléaire ou autre. Alors, on n'est pas certain que les missiles Oreshnik seront équipés de têtes nucléaires pour détruire des bases en Europe. Mais comme je l'ai expliqué dans une autre émission, dans une autre vidéo, il y a des quantités d'armes, de têtes nucléaires qui sont stockées en France, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre et aux Pays-Bas. Et donc, je pense que même si ce sont des missiles à tête conventionnelle qui arrivent sur ces stocks de têtes nucléaires, une explosion entraînera probablement l'explosion des missiles nucléaires. Et quand on connaît les puissances qui sont stockées en Angleterre, en Belgique, en Allemagne, mais également en France, puisque j'ai donné dans d'autres vidéos les 3 sites où sont stockés, on va dire, à peu près 240 têtes nucléaires, ce qui est quand même beaucoup sur 3 sites, ça fait 80, vous imaginez, 80 têtes nucléaires dans un stock, une bombe qui arrive là-dedans et une explosion. Alors on peut me dire, oui, mais pour qu'il y ait le processus de l'enchaînement de la déflagration nucléaire, il faut qu'il y ait une quantité d'uranium qui percute une autre quantité d'uranium. Oui, mais cela se fait par une explosion conventionnelle. Alors moi, je pense que le principe de précaution devrait nous inciter à nous protéger et surtout à organiser, à informer les gens de ce qu'il faudra faire le moment venu. Et surtout, je pense que j'en ai déjà parlé dans les vidéos, il faut envisager de faire quelques stocks parce qu'après, on va être vraiment dans le chaos. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. On verra si c'est une probabilité, c'est pas une certitude. On va dire, moi je situe la probabilité à 80% vers la fin du mois de février, le temps que les choses montent de marche en marche du côté de l'Iran. Et comme je l'ai expliqué, les gens ne font pas le lien entre ce qui se passe en Iran et ce qui pourrait se passer en Europe, mais il est évident qu'une fois que la destruction de l'Iran sera engagée par les forces militaires américaines et Israël, la Russie ne laissera pas faire et la Russie attaquera directement les États-Unis. D'ailleurs, ce sera la seule solution pour arrêter la guerre. Parce qu'autrement, on serait parti pour des mois. Mais la guerre nucléaire, c'est pas quelque chose qui va durer comme cette guerre que nous avons en Ukraine. Vous voyez, c'est pas du tout une guerre conventionnelle. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est quelque chose qui va demander des semaines et des mois de préparation, mais qui va durer 1 heure et c'est tout. Voilà. Donc, je pense que ce sera peut-être la dernière vidéo que nous ferons cette année, mais nous en ferons d'autres dans le début du mois de janvier. Et là, on aura certainement quelques nouvelles informations et on verra si ce que j'ai prévu, un missile Oreshnik sur une installation militaire européenne, s'est réalisé d'ici le 15 janvier. Voilà.